J'ai récemment célébré mon 704e anniversaire et cela m'a laissé penser à ce qui se passait lors des anniversaires au Moyen-Âge. La première mention d'un anniversaire remonte à environ l'année 3000 avant Jésus-Christ et faisait référence à un pharaon égyptien, bien qu'il s'agissait plus de sa transformation en Dieu lors de son couronnement que de sa véritable naissance dans le monde. Les anciens Grecs célébraient annuellement les anniversaires de leurs dieux, croyant que chaque personne possédait un esprit attribué à sa naissance. Un esprit qui avait une connexion mystique avec le Dieu dont ils étaient nés le jour de l'anniversaire. Au début de l'Église chrétienne, les anniversaires étaient vus comme une célébration du mal, puisqu'on croyait que tous naissaient avec le péché originel. Ainsi, jusqu'au IVe siècle, la plupart des chrétiens européens croyaient que célébrer un anniversaire était une pratique païenne et impie. Puis, la naissance de Jésus est devenue une célébration pour satisfaire ceux qui célébraient encore la fête du dieu romain Saturnalia. La plupart des médiévaux pauvres ignoraient leur date de naissance, mais les nobles et les riches savaient vraiment faire la fête. Avoir un an au Moyen-Âge n'était pas une raison pour fêter avec gâteaux et bougies, mais c'était une étape importante méritant célébration. Notre sponsor du jour, Heroes of Lithos, célèbre son anniversaire en juin avec un événement spécial. C'est le moment parfait pour utiliser mon lien, télécharger le jeu et vous amuser. Tout au long de ce mois, Bloodline vous offre du contenu de jeu incroyable simplement en vous connectant quotidiennement. Au Moyen-Âge, les lignées étaient cruciales. Un mariage dans la bonne famille pouvait faire la différence entre pouvoir et pauvreté. Bloodline Heroes of Lithos vous permet de collectionner des héros, de marier des lignées et de créer une dynastie digne de Charlemagne. Toutes les 2 semaines, une nouvelle lignée avec des capacités spéciales pour chaque sexe est publiée, permettant de croiser 2 lignées pour créer plus de 1000 hybrides extraordinaires. Plus récemment, 2 nouvelles lignées passionnantes viennent d'être publiées, les guerriers titans et les vulpins à 9 queues. Vous pouvez agrandir votre armée en invoquant ces nouveaux guerriers ou en les mariant pour créer des lignées hybrides fantastiques. À vous de choisir. Le jeu est visuellement époustouflant avec de superbes graphismes 3D et la possibilité de personnaliser vos hybrides avec des skins élégants pour créer votre lignée de rêve. Vous pouvez même participer à des PVP et obtenir des champions hybrides uniques lors des guerres de guildes saisonnières. Si les tournois ne vous plaisent pas, vous pouvez bâtir votre royaume et votre économie ou simplement suivre les intrigues captivantes. Bloodline Heroes of Lithos offre quelque chose pour tous les goûts. Pour télécharger le jeu gratuitement, utilisez le lien dans la description ou scannez le code Quick Response à l'écran. Vous recevrez un pack de démarrage d'une valeur de 20$ qui comprend un champion aléatoire et un cristal d'invocation 100 000 or et 100 diamants. De plus, les 30 premiers à commenter la vidéo avec leur identifiant de compte et nom d'utilisateur recevront gratuitement une guerrière titan légendaire pour les aider dans le jeu. L'événement dure 30 jours, alors participez et commencez à bâtir la lignée ultime. Bienvenue à la folie médiévale. Jour de fête. Au Moyen-Âge, la majorité des pauvres étaient analphabètes. Cela signifiait qu'à leur naissance, la date avait peu de chances d'être enregistrée. Souvent, l'année de naissance réelle était inconnue, et l'âge de quelqu'un pouvait être approximatif. Les calendriers, souvent présents dans les psautiers ou manuscrits incluant des psaumes, étaient rédigés par le clergé et généralement conservés dans les monastères et institutions religieuses, absents des maisons paysannes au Moyen-Âge. Ainsi, les dates précises du calendrier étaient peu utilisées par le peuple. Plutôt, le jour saint ou de fête le plus proche serait reconnu à la place. Cela incluait des dates importantes comme Noël, le Vendredi saint, l'octave de l'Épiphanie et les jours de saint. Les jours de saint célébraient la mort ou l'entrée au ciel d'un saint devenu martyr. Par conséquent, quelqu'un aurait pu naître 4 jours après l'Assomption de la Vierge Marie ou 2 jours avant l'Avent. Les familles élites pouvaient inscrire le nom, la date et l'année de naissance d'un bébé dans leur livre d'heures personnel. Ces manuscrits liturgiques sous bréviaire contenaient une sélection de prières, de psaumes et d'hymnes et étaient utilisés dans les ménages plus aisés, devenant populaires au cours du XIIIe siècle tardif. Lors du baptême, chaque enfant recevait un prénom chrétien, souvent partagé avec celui d'un saint. Ainsi, alternativement, un médiéval pourrait célébrer l'anniversaire du jour de la fête du saint pour lequel ils étaient nommés, comme le 26 juillet pour Sainte Anne ou le 29 septembre pour Saint Michel l'Archange, connus sous le nom de Michaelmas, même si leur véritable jour de naissance était à un autre moment de l'année. La famille aurait probablement un repas de célébration pour commémorer ce saint et des cadeaux pourraient être offerts aux proches lors de leur fête. L'Église encourageait les gens à célébrer leur jour de saint en apprenant davantage sur la vie de leur saint patron, devenu leur protecteur céleste.
Ladi dadi, nous aimons faire la fête. Au début, seuls les rois médiévaux étaient assez importants pour célébrer leurs vrais anniversaires. Et c'est peut-être de là que vient la tradition de porter une couronne d'anniversaire. Cette idée a rapidement été adoptée par les nobles fortunés qui recevaient des cadeaux et célébraient leurs anniversaires liés avec un banquet. Les preuves montrent que les femmes nobles n'ont pas fêté leurs anniversaires avant le XIIe siècle au plus tôt. Les plus grands banquets étaient organisés à l'occasion des couronnements des rois et des mariages ou de l'installation d'un évêque. Bien qu'ils puissent également être organisés pour des funérailles, des tournois, des jours de fête importants ou lorsqu'un fils atteignait l'âge adulte ou était fait chevalier. Mais les banquets étaient des événements rares et des occasions spéciales. Dans l'ouvrage du XIVe siècle, Le Manager de Paris, qui est un manuel de ménage écrit par un vieux monsieur français pour sa jeune épouse, seuls 3 des 27 menus sont pour des banquets. Des 27 menus sont pour des banquets, un pour un événement civique et 2 pour des mariages. La maison de manoir de Dame Alice de Brienne n'a eu qu'un seul grand banquet dans l'année entre septembre 1412 et septembre 1413, qui a impliqué de servir un dîner à 160 personnes le jour de l'an, bien que des repas extravagants aient été servis à l'occasion de la récolte en août avec jusqu'à 60 invités présents. Maintenant, tu te la pètes juste. En 1491, dans le nord de l'Intalie, Ercole I de Este, duc de Ferrara, a organisé un banquet pour célébrer les noces de son fils. L'un des points forts de ce repas somptueux était une procession de sculptures sucrées très détaillées. Mais avant que les invités ne puissent aller manger, les serviteurs ont rapidement saisi les pièces d'art en sucre et les ont jetées sur leurs genoux. Puis une autre série de délices presque identiques a été immédiatement servie. Au Moyen-Âge, la nourriture était un symbole de pouvoir et de richesse pour les élites. Le duc de Ferrare voulait simplement faire savoir à ses invités qu'il pouvait non seulement se permettre de faire fabriquer les coûteuses sculptures de sucre, mais qu'il pouvait aussi les détruire et les faire remplacer tout aussi facilement. Des plats très élaborés étaient souvent servis et présentés lors des banquets médiévaux pour cette raison précise. Le Forme of Cury, un livre de cuisine anglais du XIVe siècle, présente des recettes de plats extravagants destinés à montrer la richesse de l'hôte, comme un poulet habillé en chevalier et une cocatrix, une créature mythologique similaire à un dragon. La cocatrix était créée en joignant les parties du corps d'un coq et d'un cochon. Selon les instructions, prenez un porcelet, coupez-le en 2 verticalement, prenez un coq rôti entier, videz-le et dépouillez-le d'un seul tenant sauf les pattes, puis cousez-les fermement ensemble. Un agenda caché, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a organisé un banquet en 1454 qui était connu sous le nom de Fête du Faisan. Il est devenu célèbre pour son spectacle. Philippe était connu comme un homme cultivé, et à l'époque, il était l'une des figures les plus puissantes d'Europe, donc ses invités auraient pu s'attendre à quelque chose d'impressionnant. C'était un cheval à 2 têtes, monté par 2 serviteurs assis dos à dos, tenant des trompettes, qui servaient bien le duc à sa table, accompagné d'un homme sur le dos d'un éléphant qui symbolisait une sorte de monstre. Ensuite est venu un cerf blanc monté par un garçon qui chantait merveilleusement, tandis que le cerf l'accompagnait incroyablement avec un ténepard. Mais la démonstration somptueuse n'était pas seulement pour le divertissement de ses invités. Le duc avait un motif caché, et c'était de faire campagne pour une croisade contre les Turcs, qui plus tôt cette année-là avaient capturé Constantinople. Par conséquent, les invités ont également été gâtés par le spectacle d'un éléphant qui, je cite, portait un château dans lequel se trouvait la Sainte Église, qui se plaignait pitoyablement au nom des chrétiens persécutés par les Turcs et demandait de l'aide. Ensuite, pour sceller l'accord, des chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or sont entrés dans le banquet, escortés par 2 demoiselles qui ont demandé au duc Philippe de prêter serment de croisade. Philippe a fait cela, rapidement rejoint par ses invités aristocratiques. Son incursion dans la promotion marketing se déroulait plutôt bien. Et il n'était pas le seul dirigeant à rallier des appuis pour une campagne militaire lors d'un banquet médiéval. En 1254, le roi Édouard Ier d'Angleterre a utilisé les mariages pour inciter ses nobles à l'aider à prendre le contrôle du reste de la Grande-Bretagne. Il a fait habiller des acteurs en personnages de la littérature, comme le conte de la femme de Bath par Geoffrey Chaucer, qui était extrêmement populaire à l'époque, ainsi qu'une femme nommée la Dame répugnante, demandant de l'aide militaire dans des points chauds comme les marches galloises. D'autres pièces jouées lors de banquets comprenaient celles organisées par le roi Alphonse V d'Aragon. Il montrait souvent des drames qui dépeignaient des épisodes des légendes arthuriennes, comme la défaite de la sorcière Morgane Le Fay. En organisant ce type de représentation lors de ses banquets, Alphonse ne se montrait pas seulement comme un champion de l'honneur, mais encourageait également ses invités nobles à suivre le code chevaleresque. Le roman médiéval du XIVe siècle, Sir Gawain et le Chevalier Vert, commence même par une magnifique célébration de Noël à la cour d'Arthur, où, je cite, « Le festin était le même pendant 15 jours entiers, avec toute la viande et la gaieté que les hommes pouvaient imaginer.
Un tel clamour et une joie glorieuse à entendre, un excellent bruit le jour, de la danse la nuit. Et la musique jouait souvent un rôle énorme dans l'organisation d'une fête médiévale. Lors du festin de célébration de 1450 organisé par Francesco Forza pour marquer son arrivée à Milan en tant que duc, il y avait des instruments de musique ainsi qu'un chœur tout vêtu de blanc, qui chantait le nom de Francesco à plusieurs reprises. Contrairement à beaucoup de festins qui se déroulent au Moyen-Âge et qui sont montrés dans les films hollywoodiens où les invités n'ont aucune manière à table et se comportent comme des chiens affamés, les médiévaux étaient en réalité assez préoccupés par le respect de l'étiquette correcte. Dans le Moral Scholarium du XIIIe siècle, écrit par John of Garland, un grammairien qui enseignait à l'Université de Paris, les étudiants étaient conseillés de tenir leur gobelet à vin par la tige pour éviter de laisser des empreintes de doigts sur le bol ou le pied. Le Contenance de la table, un livret français du XVe siècle sur les bonnes manières à table, conseille aux convives de ne pas poser les coudes sur la table, de se laver les mains avant le dîner, de ne jamais parler ou boire la bouche pleine, et de ne jamais se curer les dents ou se gratter à table. De même, essuyer un nez morveux avec une main nue était également mal vu. Le livre de cuisine. Heureusement pour nous, au début du XVe siècle, Maître Chicard, qui était chef pour Amédée, 8 comtes de Savoie, a écrit un traité sur la cuisine. Il a décrit comment gérer et organiser un festin des plus honorables. En tant que chef cuisinier, Chicard dirigeait 20 membres du personnel de cuisine, chacun ayant ses propres spécialités comme la pâtisserie ou la sauce. La maison de Savoie était bien connue pour son extravagance et son style au XVe siècle, et même les plats étaient coordonnés par couleur. Lors d'un grand banquet, dans son premier menu, Chicard a utilisé les couleurs or et vert. Il a réussi cela en utilisant des jaunes d'œufs, du safran, des herbes et des légumes verts servis sur des assiettes dorées. Le deuxième plat de lait d'amande, ragoût ou brouette, était blanc, avec un troisième plat rouge de lamproie et de sauce à la viande de bœuf. Le plat suivant devait être jugé juste pour produire un vert vif et festif, un ragoût allemand fait avec des oignons. Pour un festin, le dernier plat était composé de tartes décoratives et un autre présentait un superbe blanc mangé aux 4 couleurs. Les quantités nécessaires étaient énormes. Jacquard recommandait que 100 veaux, 200 chevreaux et 2000 volailles étaient nécessaires pour chaque jour d'un festin. Pour un grand banquet d'une semaine, les chiffres seraient déquintuplés, avec du poisson nécessaire le vendredi et le samedi, jour de jeûne. Il semblerait que les riches médiévaux pouvaient se lâcher et organiser des banquets pour célébrer dans l'opulence et le style, surtout si cela signifiait d'augmenter leur influence et leur réputation, bien que les fêtes d'anniversaire en tant que telles n'étaient organisées que pour les rois et la royauté qui avaient plus de chances de savoir quand était vraiment leur date de naissance. Merci d'avoir regardé Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.